En 2023, une trentenaire souffrant d'un cancer a subi une euthanasie à l'ancienne. Les soignants, ayant constaté que leur dosage était insuffisant et qu'ils n'arrivaient pas à achever leur patiente, ils l'ont étouffée avec un coussin. L'idée du siècle, déployer des sanctions en cas de violation d'accords qui n'ont pas été acceptés. À cela s'ajoute évidemment qu'aucune organisation indépendante n'est à même de déterminer le caractère de telles violations, comme on a pu le voir durant la courte trêve de Pâques, puisque les deux camps s'accusaient mutuellement d'avoir violé le cessez-le-feu. Le président de la République tentera de poursuivre sa petite remontée dans les sondages dans un format de 2 heures durant lesquelles il sera face à un influenceur pas franchement hostile, Thibaut InShape, la patronne de la CGT Sophie Binet, l'essayiste libérale Agnès Verdier-Molinier ou encore le maire de Béziers Robert Ménard, qui est tantôt favorable au président, tantôt non, au gré de ses coups de com' et provocations. Madame, monsieur, bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Je compte évidemment sur vous pour cliquer sur le pouce en l'air, relayer cette vidéo et surtout nous écrire juste en dessous dans les commentaires. Au programme de cette édition, nous nous intéresserons aux gesticulations d'Emmanuel Macron et ses compères à Kiev. Le président français multiplie les initiatives sans conséquence et ridiculise toujours plus la diplomatie de notre pays. Nous reviendrons ensuite sur les négociations commerciales entre Washington et Pékin. Et puis, de retour en France, nous évoquerons l'arrivée à l'Assemblée nationale de l'euthanasie, enfin du texte qui envisage de la légaliser. La guerre en Ukraine, véritable planche de salut d'Emmanuel Macron. Le président français a investi le conflit pour feindre une stature internationale, une position qui ridiculise toujours plus notre pays sur la scène diplomatique. Le point tout de suite. Emmanuel Macron joue les forceurs. Toujours à la dérive sur le plan national, le président français poursuit sa fuite en avant guerrière, empreint d'un déni de réalité complet. Avec ses camarades britanniques et allemands, aux côtés de Volodymyr Zelensky, dont il se dit si proche, ce fut encore l'occasion de jolies papouilles en Ukraine. Après les retrouvailles et les réunions, Emmanuel Macron a alors annoncé un cessez-le-feu commençant ce lundi. Nous avons à l'instant, tous ensemble, ici présents, avec la vingtaine de pays membres de la coalition des volontaires, décidé de soutenir un cessez-le-feu qui commencera lundi prochain, sans aucune précondition. Une décision quasi unilatérale puisque la Russie n'était pas représentée dans ces discussions, comme dans toutes celles qui se sont déroulées depuis des mois. En réalité, c'est un véritable théâtre organisé par les derniers tenants des néoconservateurs représentés par la prétendue coalition des volontaires. Et il faut avouer qu'en termes de mise en scène, c'est surtout Emmanuel Macron qui a mis le paquet. En témoigne la vidéo publiée par son compte officiel durant le voyage en Ukraine. T'es sûr qu'on arrive à 8h? Yes. Paris time ou Kiev time? Kiev time. 7:00 Paris time. Ok. Ok, bonne nuit à tous. Bonne nuit. Bonne nuit, monsieur le président. Nous, on doit donner le confort à Zelensky en lui disant s'il propose d'engager, tu engages. Mais si le cessez-le-feu n'est pas respecté, tu nous sanctionnes. C'est ça le bon équilibre. Et on met les Américains là-dessus. Yeah. Hello, Donald. May I call you in 2 minutes with Zelensky? He accepted what you proposed on your message, meaning a ceasefire for 30 days and so on. So he's ready to announce it. I'll call you back in 2 minutes with the others. I'll call you back. La paix, la liberté de l'Europe se joue ici à Kiev. D'accord, d'abord maintenant. Si vous aurez bien sûr noté que vous ne payez visiblement pas assez d'impôts pour que les transcriptions françaises soient faites sans faute, il faut aussi remarquer que l'étalage du soutien de Donald Trump relève là encore de la fabulation. En effet, le président américain n'a pas réagi directement aux gesticulations européennes, mais a publié sur son réseau social que le président russe ne souhaitait pas un cessez-le-feu sans condition et qu'il souhaitait en revanche discuter des négociations de paix jeudi en Turquie. Nous proposons aux autorités de Kiev de reprendre les négociations interrompues fin 2022, de reprendre des négociations directes, et je le souligne, sans conditions préalables. Nous proposons de les commencer sans délai jeudi prochain, le 15 mai, à Istanbul, où elles se sont tenues précédemment et où elles ont été interrompues.
L'histoire de trêve de 30 jours, déjà écartée depuis plusieurs semaines, puisqu'il ne s'agirait que d'un répit pour l'Ukraine afin qu'elle se réarme, n'existe donc que dans l'esprit d'Emmanuel Macron, qui menace pourtant déjà de sanctions en cas de violation. Pour rappel, il y en a déjà plus de 20 000 qui frappent déjà la Russie. En cas de violation de ce cessez-le-feu, nous sommes agrès que des sanctions massives seraient préparées et coordonnées entre Européens et Américains. L'idée du siècle, déployer des sanctions en cas de violation d'accords qui n'ont pas été acceptés. À cela s'ajoute évidemment qu'aucune organisation indépendante n'est à même de déterminer le caractère de telles violations, comme on a pu le voir durant la courte trêve de Pâques, puisque les deux camps s'accusaient mutuellement d'avoir violé le cessez-le-feu. Derrière toute cette agitation assez pitoyable d'Emmanuel Macron, la réunion à Istanbul jeudi prochain devrait donc se faire comme les précédentes, sous la houlette de l'oncle Sam et en absence des prétendus partenaires européens. Ainsi, Volodymyr Zelensky devra accepter de discuter avec la Russie sans que le cessez-le-feu d'Emmanuel Macron n'ait été entériné, ou alors il refusera les négociations pour plaire au président français, ce qui lui fera alors perdre le soutien américain, un dilemme qu'il devrait assez rapidement résoudre. Emmanuel Macron sortira quant à lui une nouvelle fois humilié de son épisode tragicomique, émaillé qui plus est de la séquence dans le wagon avec ses acolytes, où de nombreux internautes ont cru apercevoir le président français en train de cacher un sachet de poudre pouvant être de la drogue. L'Élysée a d'ailleurs trouvé judicieux de répondre officiellement à cette affaire, contribuant de fait à la diffuser. Un épisode affligeant, au-delà même de la vérité de cette histoire, dans la mesure où elle démontre le discrédit du président français, dont les agissements sont suffisamment imprévisibles et déconnectés du réel pour qu'une large part de la population estime qu'il pourrait être dû à un État modifié par la chimie. À noter qu'aux États-Unis, les bilans de santé du président, basés notamment sur des prises de sang régulières, permettent d'éviter ce genre de désagréments. Le conflit commercial sino-américain surpose. Après les menaces, il semblerait que ce soit désormais le temps des négociations entre Washington et Pékin. Les explications d'Olivier Frère-Jacques. Je veux que la Chine se porte bien. Je suis très ami avec le président Xi. J'ai beaucoup de respect pour lui et pour la Chine, mais nous ne pouvons pas continuer à les laisser faire ce qu'ils ont fait. Je pense que nous allons revenir avec un accord équitable pour la Chine et pour nous. Un accord équitable pour les deux parties. Donald Trump s'est montré confiant sur l'issue des négociations avec le concurrent qu'il a longtemps estimé comme l'ennemi économique numéro 1, la Chine de Xi Jinping. Ces négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine ont été finalement marquées par une trêve de 90 jours annoncée ce lundi, apaisant les tensions qui secouaient l'économie mondiale. Cette suspension des droits de douane prohibitifs, ramenant les taxes américaines à 30% et chinoises à 10%, résulte de discussions intenses à Genève entre les deux parties. L'accord salué par les marchés, avec une hausse de plus de 3% à Hong Kong, vise à éviter une rupture économique tout en cherchant un rééquilibrage des échanges. Cependant, au-delà des implications économiques globales, cette détente soulève des questions cruciales pour Taïwan, dont la position géopolitique et économique est étroitement liée aux relations sino-américaines. En mars, Donald Trump s'était montré un rien menaçant avec Taipei en évoquant la fuite de secteurs américains vers l'île. Nous voulons que ces entreprises viennent dans notre pays avec tout le respect qui leur est dû. Taïwan nous a volé notre place dans le domaine des puces électroniques. La guerre commerciale initiée par Donald Trump avec des surtaxes atteignant 145% sur les produits chinois a également touché Taïwan qui s'est vu imposer des droits de douane de 32% sur ses exportations vers les États-Unis hors semi-conducteurs. Ces taxes, suspendues mi-avril pour 3 mois, ont accentué la pression sur des acteurs comme TSMC, leader mondial des puces électroniques, qui a annoncé un investissement massif de 100 milliards de dollars aux États-Unis pour consolider ses liens avec Washington. Cette décision reflète la volonté de Taïwan de maintenir une coopération industrielle et militaire étroite avec les États-Unis et d'éviter à tout prix de voir Donald Trump lui tourner le dos. Des gages donnés à l'homme d'affaires réélu président qui ne suffiront probablement pas, et la trêve sino-américaine pourrait même compliquer la situation de Taïwan. La Chine, qui considère l'île comme une partie intégrante de son territoire, intensifie ses pressions militaires et économiques
comme en témoignent les manœuvres simulant un blocus ou les violations répétées de l'espace aérien taïwanais. La détente commerciale pourrait être interprétée par Pékin comme un affaiblissement de l'engagement américain envers Taïwan, surtout à la lumière des critiques de Donald Trump sur la domination taïwanaise dans les semi-conducteurs et de son apparente réticence à maintenir un soutien militaire ferme. Les retards dans les livraisons d'armes américaines, comme les chasseurs F-16, renforcent ce sentiment d'abandon, alors que Taïwan dépend fortement de Washington pour sa sécurité face aux hypothétiques ambitions territoriales chinoises. Taïwan, conscient de ces enjeux, cherche à diversifier ses alliances et à renforcer sa propre industrie de défense avec des avancées dans les drones et les missiles. Un désengagement américain, même partiel, pourrait encourager la Chine à accélérer ses stratégies de réunification, qu'il s'agisse de blocus économiques ou d'opérations dans la zone grise. Dans ce dossier, comme dans la plupart de ceux que mène le président américain, il demeure difficile de déceler ce que recherche vraiment Washington et de savoir si Donald Trump se cantonne à une conception géopolitique toute tournée vers l'économie et la puissance commerciale de son pays, ou s'il est animé par d'autres intentions. La piqûre fatale de retour à l'Assemblée. Les députés préparent en effet la légalisation de l'euthanasie. Entre flou et imprécision, le texte laisse la porte ouverte à tous les abus. Le point de Renaud de Bourleuf. La mort sur ordonnance avant la fin du mandat. À partir de ce lundi soir, l'euthanasie fait son retour en séance publique à l'Assemblée nationale. Les députés vont débattre de ce qui est appelé un droit à l'aide à mourir. Concrètement, le texte de la loi estime qu'il s'agit d'autoriser et accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, afin qu'elle se l'administre ou se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier. 5 conditions sont prévues: être majeur, de nationalité française ou résident de façon stable et régulière en France, être atteint d'une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale, présenter une souffrance physique ou psychologique réfractaire au traitement ou insupportable, et être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. En amont du débat, quelques députés de LR et de l'UDR lancent l'alerte dans des tribunes mettant en garde sur le piège du pied dans la porte. Une stratégie qui est d'ailleurs totalement assumée par les défenseurs de l'euthanasie, comme le professeur Jean-Louis Touraine. Lors d'une conférence à Lille en 2024, voilà ce qu'il disait sans se cacher. Pour obtenir tout cela, on n'obtiendra pas tout de suite dans la première loi, parce que vous avez vu la frilosité que notre pays véhicule sur ces questions-là. Il faut obtenir le plus possible. Et surtout, une fois qu'on aura mis le pied dans la porte, il faudra revenir tous les ans et dire on veut étendre ça. Parce que je ne vous apprends pas quelque chose, probablement à la plupart d'entre vous, dans la première loi, il n'y aura pas les mineurs. Dans la première loi, il n'y aura pas les maladies psychiatriques. Dans la première loi, il n'y aura même pas les maladies d'Alzheimer. Pour le docteur Jean-Marie Gomas, spécialiste des soins palliatifs en France, les extensions à craindre sont d'ailleurs déjà dans le texte de loi. C'est un mensonge pur et simple de dire que ce texte a des garde-fous et il est très minutieux. Quand on lit, parce que lire un texte de loi, ce n'est pas si simple que ça. Il y a l'implicite en dessous de l'explicite. Il y a des phrases qui semblent bien faites et qui en fait recouvrent des situations très floues. Par exemple, à partir du moment où on considère que la souffrance psychologique d'un malade devant sa maladie le rend éligible à l'euthanasie ou au suicide assisté, mais ça représente des centaines de milliers de malades qui vont pouvoir revendiquer d'en avoir marre de vivre avec leur vie et d'être dans une souffrance insupportable. Mais là, immédiatement, il faut ajouter quelque chose pour les auditeurs, c'est que beaucoup de ces patients ne sont pas convenablement pris en charge parce que les soins palliatifs ne sont pas correctement en place. La lutte contre la douleur est absolument insuffisante. Il faut 6 mois pour avoir un rendez-vous de spécialiste de la douleur actuellement. Mais le projet de loi prévoit que vous pouvez vous faire euthanasie en 15 jours. Non, c'est vraiment pas raisonnable. Donc, c'est un mensonge pur et simple des autorités de tutelle, du ministre, de dire que ce texte est très encadré et très précis. C'est pas vrai. Il permet en fait, à terme, très rapidement, et les pays étrangers nous l'ont montré, l'extension à des milliers et des milliers de situations compliquées. Oui, c'est vrai, la vie peut être compliquée. Oui, c'est vrai, la maladie n'est pas toujours facile. Mais avant de transgresser l'interdit de tuer, développons tous les moyens pour que les gens soient correctement soignés. Dans les pays où l'euthanasie a été légalisée, les exemples sont légion. En 2015, en Belgique, c'est une femme de 25 ans qui a reçu la piqûre fatale pour une dépression. Plus tard, en 2023, une femme de 23 ans a elle aussi demandé la mort en raison de son traumatisme lié aux attentats de Bruxelles de 2016. En 2023, une trentenaire souffrant d'un cancer a subi une euthanasie à l'ancienne. Les soignants ayant constaté que leur dosage était insuffisant
et qui n'arrivaient pas à achever leur patiente, ils l'ont étouffée avec un coussin. Aux Pays-Bas, des personnes âgées de plus de 80 ans demandent la piqûre fatale par peur, en l'occurrence la peur de voir la maladie d'Alzheimer aggraver leur état. Par ailleurs, d'année en année, les pays ayant légalisé l'euthanasie voient le nombre de morts programmées augmenter considérablement. Ainsi, aux Pays-Bas, l'année 2003 a compté 1815 euthanasies. Ce chiffre est passé à plus de 4000 en 2012 et plus de 9000 en 2023. Dès 2008, les parlementaires français avaient étudié la loi néerlandaise et avaient pointé de nombreuses failles. Les critères d'évaluation du degré de la souffrance du patient sont flous, l'appréciation du médecin est subjective et la méconnaissance de la loi n'est pas sanctionnée. Autant de sujets qui semblent inquiétants au vu de la proposition de loi débattue à l'Assemblée nationale. Mais l'exécutif se veut rassurant. Ce lundi, le ministre de la Santé, Catherine Vautrin, évoquait la clause de conscience. La clause de conscience s'appliquera. Aucun soignant ne sera obligé de pratiquer l'acte létal. Les autorités semblent avoir conscience que le sujet effraie et avance masqué. Ainsi, le texte est appelé très sobrement « proposition de loi relative à la fin de vie ». Et surtout, le mot « euthanasie » n'est pas employé une seule fois dans tout le texte de loi. L'expression retenue est « aide à mourir ». C'est une manipulation pure et simple. Mais nous l'avons dit. Quand j'ai été auditionné à la commission spéciale de l'Assemblée de la dernière, je leur ai dit en les regardant, les députés, mais c'est un mensonge. Euthanasie, suicide assisté, il faut employer les vrais mots. D'ailleurs, pour une fois, l'exemple des pays étrangers est juste, c'est qu'eux, ils n'ont pas hésité à utiliser les vrais mots. L'aide à mourir, c'est une farce, c'est un mensonge, c'est un euphémisme. Ah, puis qu'est-ce qui refuserait d'être aidé? Tout le monde va accepter d'être aidé. C'est vraiment une manipulation sur les termes. Ça a commencé comme ça. D'ailleurs, la première victoire des pro-euthanasie, c'est d'avoir entraîné tout le monde à utiliser l'expression aide à mourir. Que pour ma part, je n'utilise jamais. Je dis euthanasie ou suicide assisté. Parce que là, on parle des vraies choses. On a des chiffres très intéressants. On a fait des enquêtes auprès de la population. Plus de 3/4 des gens ne savent pas que euthanasie, c'est mourir en 5 minutes. Une piqûre qui vous met dans le coma, une autre piqûre qui arrête le cœur. C'est 5 minutes. C'est pas des nuages roses, des câlins, des choses. C'est extrêmement violent de mourir en 5 minutes. Alors je sais que la maladie peut être violente. Je suis bien placé pour le savoir. J'ai accompagné des milliers de malades. Mais elle est moins violente si les gens sont bien calmés, bien pris en charge et que les médecins font leur boulot. Il y a vraiment une insuffisance là-dessus. Un sujet qui est aussi sur la table au Palais Bourbon. En parallèle de la proposition de loi sur l'euthanasie, les députés débattent d'un texte portant sur les soins palliatifs. Mais le docteur Jean-Marie Gomas y voit une portée assez limitée. Évidemment, étant enseignant de soins palliatifs, je suis évidemment favorable à tout ce qui peut renforcer les soins palliatifs. Enfin, il y a beaucoup de poudre aux yeux. Les caisses sont vides. On nous promet 100 millions par an. Je voudrais bien savoir où ils vont les trouver. Il n'y a jamais eu. On nous a montré un tableau de répartition de l'argent pendant 10 ans. Mais c'est une blague. Ils ne savent même pas comment passer l'année fiscale 2025. Non, mais on se moque de nous. Le président Macron, qui est complètement pro-euthanasique, nous le savons depuis longtemps, qui a tout organisé pour ça, et l'invité pour parler dans son débat avec lui à la télévision demain, c'est un pro-euthanasie. Mais tout est véritablement organisé pour faire penser que c'est la seule solution quand on est très malade. Les économies prévues sont colossales. Alors évidemment, tout le monde, la main sur le cœur, nous dit « Oh, non, on ne fait pas ça pour les économies ». Bien sûr, peut-être pas en première ligne. Une perspective effrayante alors qu'au début de l'année, le think tank Fondapol a avancé que l'euthanasie permettrait de faire des économies. On poursuit à présent avec le Tour de France en bref. Le terrorisme islamique menace les catholiques dans la cité des Papes. Samedi, à Avignon, une dizaine d'individus âgés de 15 à 20 ans est entré dans l'église Notre-Dame de Bon Secours, dans le quartier de Montfavet, menaçant de brûler l'édifice. Plusieurs d'entre eux auraient crié « Allah Akbar » tout en tenant des propos blasphématoires contre le Christ. Aucune interpellation n'a eu lieu et les suspects cagoulés n'ont pas été identifiés par les caméras de vidéosurveillance qui ont une nouvelle fois prouvé leur inutilité. Dans le quartier de Montfavet, connu pour sa diversité, l'inquiétude monte pour la paroisse catholique qui a subi plusieurs vols ces dernières semaines. De plus, les offices religieux seraient fréquemment perturbés par le raffut d'adolescents faisant taper leurs ballons contre le mur de l'église volontairement, selon des témoins. Un pompier volontaire de 39 ans dans le coma après avoir été percuté volontairement lors d'un rodéo urbain samedi à Évian-les-Bains en Haute-Savoie. Le porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers a dénoncé une volonté absolue de vouloir tuer la victime, percutée comme dans un jeu de quilles. L'agresseur serait revenu sur la victime pour lui cracher dessus. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qualifie cet acte d'abject et annonce vouloir généraliser la prise en chasse des véhicules impliqués dans les rodéos urbains déjà pratiqués à Paris. De son côté, le député insoumis
Éric Coquerel a pris la défense de l'agresseur de manière surréaliste, laissant ainsi peu de doute sur l'identité du criminel. Je dis juste comme ça, j'ai rien du tout contre le flic, j'irai le voir son nom, mais il va bientôt y avoir Mission Impossible qui va passer. On remarquerait les exploits que font Tom Cruise sur sa moto, très souvent sur une route. Donc il y a toute une espèce de mythologie autour des véhicules. Bonjour à tous, voilà, je voulais vous donner simplement rendez-vous mardi 13 mai à 20h10 sur TF1 et vous dire que si vous avez des questions, vous pouvez me les faire poser en direct, j'y répondrai. Alors à mardi 13 mai, 20h10 sur TF1. Merci à tous et toutes. Et revoilà, le président Emmanuel Macron gratifiera la plèbe de sa présence à la télévision mardi. Le président de la République tentera de poursuivre sa petite remontée dans les sondages dans un format de 2 heures durant lesquelles il sera face à un influenceur pas franchement hostile, Thibault InShape, la patronne de la CGT Sophie Binet, l'essayiste libérale Agnès Verdier-Molinier ou encore le maire de Béziers Robert Ménard, qui est tantôt favorable au président, tantôt non, au gré de ses coups de com' et provocations. Emmanuel Macron pourrait profiter de l'occasion pour préciser ses intentions sur un référendum à 3 questions évoqué lors de ses vœux de 2025. Et pendant que les députés planchent sur la suppression des patients, les sénateurs étudient les territoires qui n'ont plus de médecins. Ce lundi, dans la Chambre haute, une proposition de loi sur les déserts médicaux a été examinée. Le texte de sénateur LR propose un plan différent de celui adopté à l'Assemblée nationale en avril. Alors que les députés avaient voté le fléchage de nouveaux praticiens avec une installation conditionnée par une autorisation administrative, les sénateurs proposent un assouplissement. L'installation d'un médecin généraliste libéral dans une zone bien dotée ne serait pas interdite, mais assortie d'une obligation d'assurer à temps partiel une permanence dans un territoire sous-doté. Une mesure qui se veut pragmatique, mais qui risque d'être encore plus compliquée à mettre en œuvre vu l'emploi du temps des praticiens et les trajets qui seraient alors rendus nécessaires. Et nous continuons avec l'actualité internationale. Intensification des combats à Gaza. C'est l'annonce du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui exclut un cessez-le-feu ou la libération de prisonniers palestiniens, malgré la possible libération prochaine de l'otage israélo-américain Edan Alexander, retenu depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023. Sa famille a été informée d'une libération attendue dans les prochains jours, facilitée par un couloir sécurisé. Benjamin Netanyahou attribue ce progrès à la pression militaire israélienne et affirme que les négociations pour libérer tous les otages se poursuivront sous le feu. Parallèlement, une opération spéciale en Syrie aurait permis de rapatrier le corps du sergent Zvika Feldman, tué en 1982, dont la dépouille aurait été identifiée par test génétique. Au Royaume-Uni, les travaillistes sous pression jouent la carte du contrôle des frontières. Ce lundi, le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé, je cite, « mettre fin à l'expérience ratée de la Grande-Bretagne en matière d'ouverture des frontières ». Un paquet de mesures a été annoncé, parmi lesquelles le passage de 5 à 10 ans de présence sur le territoire pour obtenir la citoyenneté, un renforcement du niveau de langue anglaise pour les travailleurs et une préférence pour les travailleurs britanniques à la main-d'œuvre étrangère bon marché. Une ligne directrice qui doit être précisée concrètement. Pour l'instant, ces effets d'annonce laissent penser que Keir Starmer réagit à la victoire éclatante du parti souverainiste Reform UK mené par Nigel Farage. Mais le gouvernement semble se concentrer sur l'immigration légale, faisant l'impasse sur les clandestins arrivant par la Manche. L'habillement chinois détrôné par la seconde main en France. Selon l'Institut français de la mode, le plus gros volume de vêtements vendus en France viendrait de la plateforme de seconde main Vinted, devant les géants Shein, Temu et Amazon. D'autres indicateurs montrent toutefois que la plateforme Shein est celle sur laquelle les Français ont dépensé le plus d'argent, à plus forte raison que de plus en plus de produits de seconde main de Vinted sont des produits initialement achetés sur le géant chinois. À noter que malgré de nombreuses enseignes en faillite, certaines marques avec des magasins physiques résistent bien à l'image de Kiabi, mais aussi H&M et Intersport. Résultat qui laisse entendre une dégradation du pouvoir d'achat des Français. Et voilà, nous approchons de la fin de cette édition. Ce soir, retrouvez Politique et Éco. Olivier Pichon reçoit le journaliste financier Pierre Jovanovic pour évoquer le plan Rearm Europe d'Ursula von der Leyen et les achats massifs d'or par les banques centrales. On va commencer quand même avec un personnage qui... justement, les circuits financiers donnent le futur. Qui a inspiré M. Macron, qui paraît-il l'a en partie formé. Il s'agit d'Alain Minc, qui maintenant nous annonce la saisie de l'épargne française. Voilà, alors c'est très important, absolument. C'est Alain Minc. Vous savez, Alain Minc, c'est celui qui en 2008 disait « Oh, il y a une petite crise aux États-Unis, mais c'est une crise honnête, mais ça n'affectera pas. Nous, on ne sera même pas touchés en France. » Ouais, t'as raison. Ouais. C'est le type le plus nul en économie qu'on ait jamais eu.
Il faut quand même le souligner. Dans cette vidéo, nous revenons sur plusieurs dossiers clés, donc la diplomatie française en Ukraine, les tensions commerciales sino-américaines et le débat autour de la légalisation de l'euthanasie en France. Entre communication politique et enjeux de société profonds, que révèle cette séquence sur le rôle de la France dans le monde et sur l'état de notre démocratie? Les exemples étrangers doivent-ils nous alerter sur les dérives possibles d'une légalisation mal encadrée? Et Macron peut-il encore inverser la tendance dans l'opinion publique? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des analyses de l'actualité politique prochaine. À tout de suite.